Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, bienvenue au Optimum Fitness Show! Salut tout le monde, merci de nous écouter. C'est le premier épisode d'une série de beaucoup d'épisodes que moi et mon collègue Jean-Sébastien Mercier, on va faire, produire et vous distribuer avec grand plaisir. Donc on a décidé de créer un podcast pour avoir une proximité avec vous, donc que vous appreniez à nous connaître de proche, de loin, nos états de pensée. Donc c'est pas tout le monde qui a les mêmes valeurs, etc. Nous, on va étaler nous-mêmes sur cette plage ici. On va commencer avec le premier invité, un invité que vous connaissez très bien. La vedette, un Instababe, la vedette de Facebook, la personne qui est derrière la communauté. C'est tout le monde le connaît ici, Jean-Sébastien Mercier. Donc, salut JS. En fait, on est les deux derrière la communauté. Ouais, mais pas mal plus toi. Ouais, c'est vrai que je jase beaucoup avec les gens sur les réseaux sociaux. Ouais, moi je jase beaucoup avec les gens, mais en vrai. Plus au centre. C'est ça. Moi, c'est autant en vrai que sur les réseaux sociaux. Et voilà. C'est parce que moi, j'ai pas de compte, c'est pouces encore. Là-dessus, quand même, c'est fou, mais j'aime ça. C'est vrai que t'aimes ça? J'aime ça faire ça. Moi, je te dis pourquoi je le fais pas, parce que j'aime pas ça. T'aimes pas ça être sur les réseaux sociaux, hein? Non, j'haïs ça. Les réseaux sociaux. Ouais. C'est l'affaire que j'aime à date, c'est les podcasts. C'est bien parti! Donc, ouais, épisode numéro 1, vraiment content qu'on lance ça ensemble. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, hein? Vraiment longtemps. On en parlait avant même d'ouvrir le centre. Ouais, avant même d'ouvrir le centre, on avait l'idée de faire ça, puis on se disait tout le temps, tu sais, au début, on a voulu se concentrer sur l'ouverture du centre, les opérations, bon, prendre du momentum avec la business, etc. Puis là, on se disait tout le temps comme... C'est comme si on repoussait ça un peu, là, quand on va avoir du temps. On a du temps. On a du temps. Juste pour vous situer, dans le temps, on est en pleine... pandémie du COVID-19. Donc, PO et moi, ben, on continue à travailler sur la business. Puis là, ben, on prend avantage du temps qu'on a pour lancer le podcast. Fait que, PO, content d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, c'est un moyen que j'aime de parler avec vous. Donc, c'est pas une vidéo. Très cool. C'est pas des écrits, mais c'est juste ma voix. Ça va être nice. On va avoir du fun. Donc, aujourd'hui, on reçoit JS comme premier invité. Donc, on va apprendre à connaître JS un peu dans toutes les sphères de sa vie. On va essayer de garder une ligne directrice qui va être le sport pour commencer. Puis, au fil des semaines, on va aller voir des sujets complètement différents. Ouais. Okay? Donc, à chaque semaine, on va arriver avec un nouveau sujet. Puis, on va étaler nos pensées là-dessus. Donc, aujourd'hui, c'est plus comme une biographie de notre Instababe préféré. Puis, après ça, on verra la suite. Donc, JS... Comme PO l'a dit tantôt, on va garder ça léger. Ça va être léger, ça va être du divertissement, ça va être du partage. C'est ça, je vous apprendrai pas ça sert à quoi notre épée. Là. Je vais vous apprendre JS il est né comment, puis quelle température il faisait quand il est couché. Là, je suis sorti du ventre de ma mère. Donc, JS, oui. Tu peux-tu nous conter tes premiers moments dans le sport, ton premier lien? Quoi? Mes premiers moments dans le sport, man. Le plus vieux souvenir que j'ai, à part m'être planté en faisant de la bicyclette, là, classique. Maintenant, il fait un triathlon Ironman. Dès que t'enlèves les petites roues en arrière, pow! Les premiers moments dans le sport, man, j'ai joué, un vieux souvenir, j'ai joué au baseball pour une équipe, je pense que c'était Pee-Wee ou Moustique. Non, Moustique. Niveau Moustique. J'avais quoi, 7-8 ans, peut-être, Moustique. C'était à Saint-Hubert. Ça a été le premier sport vraiment que je me souviens d'avoir fait. Sport d'équipe, évidemment, baseball. J'ai joué au moins 2 saisons, si je me souviens bien. Mon gars, c'est tellement flou, là. C'est flou, mais... En tout cas, oui, j'ai joué à peu près 2 saisons, puis j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. J'ai joué... principalement arrêt court, puis j'ai été lanceur aussi. Puis, lanceur, là, je te dirais que c'est un de mes plus vieux souvenirs
de gérer la pression. Parce que quand tu es lanceur au baseball, tu as comme une des jobs les plus importantes. Faut que tu lances dans le square, faut que tu lances bien, tu veux pas lancer sur le joueur. Puis en plus de ça, quand tu as 7-8 ans, ben tu lances pas toujours droit. Là, fait que j'étais comme un peu terrifié à l'idée de lancer sur le joueur, puis me faire regarder croche. Bref, fait que d'assurer, là, vraiment, de performer, d'assurer, puis de dealer avec la pression, ça a été une de mes premières expériences que je peux me souvenir en sport, de gérer ça. Après ça, pendant que j'étais au primaire, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai tout le temps été actif. Tout le temps, tout le temps. Le plus longtemps que je peux me souvenir, là, j'ai tout le temps été actif. J'ai tout le temps trippé à bouger, puis j'en avais besoin, fort probablement. Pendant mon primaire, j'ai joint les équipes de l'école de basketball, basketball. Ensuite de ça, j'ai fait du volleyball aussi. On faisait des petites compétitions inter-école. J'ai joué au hockey, COSUM. J'ai joué aussi à quoi d'autre? Au primaire, je pense que c'était pas mal ça, les 3 sports, là. Basket, volley, hockey. Puis, j'ai fait de la compétition. En fait, en compétition, on s'entend, là, des tournois là, entre différentes écoles. Puis, par la suite, puis j'ai fait du karaté pendant une couple d'années. Honnêtement, je me suis rendu jusqu'à la ceinture bleue, si je me souviens bien. J'ai fait peut-être l'équivalent d'un 3-4 ans de karaté au moins. Puis en faisant tous ces sports-là, est-ce que tu étais déjà diagnostiqué du diabète de type 1? Pas encore, man. Ben, en fait, j'ai reçu le diagnostic à l'âge de 10 ans. J'étais en quatrième année. Quatrième année à peu près, ouais. 4e, 5e année. Puis, non, j'avais commencé à bouger bien avant d'avoir le diagnostic. Puis, honnêtement, je pense que ça m'a aidé de bouger autant, justement. Je pense que ça m'a aidé. Oui, ça a été un challenge là, quand j'ai reçu le diagnostic au début, là, de m'adapter. Puis, au début, je l'ai bien pris. Je l'ai vraiment bien pris. Puis, j'ai arrivé quand même à bien gérer l'activité physique, le sport, puis le diabète. C'est sûr qu'il justement, il y a dû avoir certains changements, là, mais sinon, ça a quand même vraiment bien été. Fait que c'est ça, fin de primaire, par la suite secondaire, j'ai changé un peu les sports auxquels les sports que j'ai pratiqués. J'ai commencé à faire plus d'athlétisme au secondaire. J'ai touché à l'athlétisme, j'ai continué à jouer au basket. J'ai continué à jouer au volley aussi, mais un petit peu moins. Puis j'ai goûté au badminton. Même chose, tournoi aussi, la compétition. Puis j'ai fait du golf compétitif. Genre 4e, 5e secondaire. Là. On avait une petite équipe, on était 4 joueurs ou 6 joueurs. Puis on se promenait un peu partout vers le mois de, mettons, avril, mai, juin. Là. On se promenait, on faisait des tournois style Vegas en équipe de 2 ou de 4. Puis, qu'est-ce qui te faisait triper à faire autant de sports différents? Tu sais, à chaque fois, tu arrivais avec un nouveau sport, puis dans le fond, tu voyais-tu une ressemblance entre tous ces sports-là, ou à chaque fois, tu trouvais quelque chose de différent qui te stimulait? Je pense que j'ai toujours aimé le fait d'être en équipe. J'ai toujours aimé C'est pour ça que tu joues au golf et au badminton? Ouais, ben en fait, mais j'étais en équipe. Je jouais avec des boys. T'sais, on était tout le temps en équipe, que je sois... puis ouais, quand j'y repense, honnêtement, là, tout mon primaire, mon secondaire, pratiquement, là, j'ai fait des sports d'équipe. Très peu de sports individuels. J'ai commencé à faire des sports individuels plus un peu plus tard. T'sais, comme là, tantôt, t'as effleuré un peu que je suis en train de me préparer pour un triathlon. Là. Mais ça, c'est quand même assez récent dans ma vie. Là. Quand j'étais kid, je faisais beaucoup plus de sport d'équipe, puis j'aimais ça parce que il y avait le sentiment d'appartenance. Il y avait... j'aimais ça me challenger. J'aimais beaucoup la compétition. J'aimais ça. Ça
le feeling que ça me procurait, c'était quelque chose qui était vraiment bénéfique pour moi. Ça m'a permis de développer beaucoup de confiance en moi par rapport au sport. Tout ce qui était le côté athlétique. J'avais beaucoup de confiance. J'en avais moins ailleurs. Comme exemple, j'étais zéro pour parler devant du monde. J'étais le moins confiant de la gang pour ça. Mais quand ça venait le temps de faire du sport, j'étais turbo confiant. Tu me mettais un ballon dans les mains, un bâton dans les mains, peu importe quoi, puis j'étais turbo confiant. Puis j'avais du fun. T'sais, la notion de plaisir a toujours été là, a toujours été importante pour moi. Puis j'ai toujours eu du gros fun à le faire. Fait que peu importe là, les sports. Puis, honnêtement, si jamais j'avais pas de plaisir, j'arrêtais. Fait qu'il y en a que j'ai fait moins longtemps. Je pourrais pas t'en nommer en ce moment, là, mais il y en a que j'ai fait moins longtemps, là, des sports, là, mais sinon, c'est le fun. Puis, tu me posais la question pourquoi je changeais souvent. J'aimais ça goûter à différents trucs. Juste pour essayer de voir qu'est-ce que je vais aimer le plus. J'ai même essayé le foot. J'ai essayé le football. Je sais que toi, t'as joué beaucoup au football. Moi, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Écoute, j'étais littéralement genre un moustique. Là. J'ai pas juste joué pour le niveau moustique. J'ai été un moustique. J'étais tout petit quand j'étais plus jeune. J'étais encore... J'étais encore quelqu'un de petite taille, grandeur rack à dumbbell. J'étais encore grandeur rack à dumbbell, mais j'étais tout petit. T'sais, avant d'avoir le diabète, là, pour vrai, j'étais dans les plus bas percentiles parce que j'avais un problème de croissance. Puis là, quand j'ai eu le diagnostic, puis qu'on a ramené l'équilibre dans mon corps, là, ça m'a aidé, j'ai eu une petite poussée de croissance. Mais sinon, j'étais minuscule. Fait que quand je me suis inscrit au football, je pense qu'ils ne savaient pas trop où me mettre. J'ai commencé le camp, j'ai pas aimé ça, puis j'ai juste pas continué. À ce moment-là. Puis ça, on parle de début secondaire. Je me souviens plus trop quel âge j'avais, là, peut-être 12, 13, 14 ans maximum. Là. Mais j'étais quand même encore une petite crevette. Puis quand t'es arrivé cégep ou après le secondaire, là, là, tu devais concilier travail, cégep, puis sport. Ouais. C'était quoi les sports que tu pratiquais quand tu travaillais puis que tu allais à l'école? Puis qu'est-ce que tu étudiais? Puis en quoi tu travaillais en même temps? Quand j'ai fini le secondaire, j'avoue que là, le sport a pris un peu une drop. Puis c'est quand j'ai fini le secondaire, en fait, que j'ai commencé à goûter à l'entraînement en salle. Donc, je me suis inscrit vers l'âge de... J'avais 16 ou 17 ans. Il avait fallu que mes parents signent. Il avait fallu que ma mère signe pour que je puisse m'inscrire. Fait que j'avais même pas 18 ans. Moi, j'avais 17. Je me suis inscrit dans un gym conventionnel. Sur la Rive-Sud. Moi, j'ai grandi sur la Rive-Sud en passant. Je suis né à Montréal, grandi sur la Rive-Sud. Et puis, je me suis inscrit au gym conventionnel. Puis au début, je m'entraînais que pour le look. Je voulais juste bien paraître. Puis, ça n'a pas marché. Je me suis entraîné peut-être 3 mois. Puis au bout de 3 mois, la motivation a sacré le camp. J'avais pas de fun à m'entraîner. Ça n'a pas marché. Du tout. Puis ça j'ai fait ça à quelques reprises. De m'inscrire comme ça, de le faire 3-4 mois, puis d'arrêter. Je l'ai fait à quelques reprises. Puis à un certain moment, j'ai juste arrêté de m'inscrire parce que je voyais bien que ça marchait pas. Je restais pas dans le sport, je restais pas dans l'activité, tu sais. Puis sinon, c'est là en fait que j'ai commencé à faire plus des sports individuels. Mais quand j'étais, comme exemple, cégep, j'ai continué à jouer au badminton beaucoup. Cégep, sinon, c'est là que j'ai commencé aussi à goûter à... Quand j'étais rendu au cégep, bon, là, je travaillais à temps plein. Moi, j'ai quitté la maison, j'avais 18 ans. Donc, je suis passé à temps plein au travail. Faire une histoire courte, j'étais sur le marché du travail à l'âge de 18 ans, puis jusqu'à l'âge de 24 ans, que j'étais sur le marché du travail à temps plein. OK. Donc là, c'était fini l'école pour moi. Puis j'ai fait un retour à l'école après, à l'âge de 24 ans. Je suis allé au cégep. Donc de 18 à 24, là, j'étais sur le marché du travail, j'ai fait quelques jobs.
je travaillais à temps plein. Fait que là, tu sais, un petit peu moins de... Comme le contexte s'y prêtait moins bien pour les sports d'équipe, tout ça. J'avais moins... je baignais moins dans un environnement pour ça. Les sports que je faisais, j'ai fait de la compétition de baby-foot. Nice. Fait que ça, c'était un des sports. Je pense que j'avais 20 ans quand j'ai commencé ça. Pendant 2 ans de temps, j'ai fait de la compétition de baby-foot au scratch de brossard. C'est là que ça a commencé. C'est là que j'ai goûté à ce loisir-là pour la première fois. Mais, tu sais, je dis un loisir. Pour vrai, là, au niveau qu'on jouait, c'était rendu... C'était comme un sport, là. C'était compétitif. C'était compétitif en tabarouette, là. C'était des grosses games. On jouait à deux. Je jouais avec mon cousin Marc-André. Puis... moi, je jouais à la défense, puis on partait sur des compétitions. Ça se tenait un peu partout, Montréal et les environs, disons. Fait que j'ai fait ça pendant 2 ans. Sinon, j'ai joué un peu au hockey Cosum, encore là avec mon cousin. On réservait dans une école, puis on faisait ça à chaque dimanche. Sinon, Mais tu vois, qu'est-ce que tu... le vélo. J'ai commencé à faire du vélo de façon plus sérieuse. Fait que, tu sais, mais ouais, excuse. OK. Mais tu vois, la phase là, que tu as parlé de, exemple, tu finis le secondaire ou que t'as un petit peu, là, tu commences à avoir un peu moins de temps vu que ta vie, elle se réorganise. Ouais. Tu es moins encadré. Ouais. C'est une phase que beaucoup de gens vont vivre que au moment où ils perdent tout l'encadrement, ils vont arrêter tout sport, peu importe le nombre de sports qu'ils vont avoir accompli durant leur, mettons, les 15 premières années de leur vie. Ouais. Peu importe, après, c'est comme si on est perdu, puis vu qu'il n'y a plus personne qui t'oblige à en faire ou que c'est plus organisé, tu vas pas te forcer à en faire. Tu sais, c'est un aspect commun qu'on voit beaucoup chez les gens, puis après ça, souvent les gens vers 24, 25, 26 ans vont se reprendre en main, puis ils vont retourner au sport. Ouais. C'est quelque chose qui est commun. Bon point. Quelque chose qui Belle observation, hein, t'as raison. Puis, non, je l'avoue, puis en y repensant, écoute, c'est ça, à 18, c'était l'entraînement que j'essayais. Puis sinon, ça a été, c'est devenu des... T'sais, oui, il y avait encore du sport, il y avait le côté social, mais il y avait le côté aussi, ouais, comme tu dis, beaucoup de travail. Donc là, j'y allais avec... puis j'ai continué à goûter à des choses, mais ouais, c'est vrai qu'il y a comme eu un petit ralentissement. Il y a eu un petit ralentissement. Je m'étais acheté un vélo, puis j'ai commencé à faire du vélo vers l'âge de peut-être 22. Environ 22 ans, je pense que j'ai commencé à faire du vélo. Vélo de route. J'ai toujours fait du vélo. Moi, quand j'étais jeune, là, je me promenais en bike tout le temps. Tout le temps, c'est fou. Je me suis promené en bike jusqu'à 16-17 ans. C'est là que j'ai acheté une voiture. Je pense que j'avais 17 ans quand j'ai eu ma première voiture. Je me promenais en vélo. Tout le temps, mon gars. Vélo de montagne, vélo hybride, peu importe, vélo de route. J'étais tout le temps en bike. Puis, par la suite, je me suis acheté un vélo de route, un beau vélo de route, vers l'âge de peut-être 22 ans environ. 22-23 ans. Puis, fait que c'est ça, à 24 ans, je suis rentré au cégep. Cégep de Saint-Laurent, à Montréal. Puis, j'ai fait un peu de badminton, j'ai commencé à animer. J'ai fait de la radio étudiante. Fait que là, ça prenait beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie, de ma passion aussi. Fait que tu sais, j'ai la passion du sport, j'ai la passion aussi de la communication. Fait que là, c'est comme 2 passions que j'avais, que j'essayais de mener de front. Puis j'avoue qu'au cégep, c'est comme la passion de la communication qui a pris le dessus. Puis quand j'ai fini le cégep, j'ai fait ça en 2 ans, le cégep. J'étais quasiment à temps plein, je travaillais à temps partiel. Puis, je suis allé à l'université de Montréal. Puis là, j'allais à l'université de Montréal, il y a le CEPSOM, qui est attaché à l'université de Montréal, qui est vraiment un beau centre d'entraînement. Donc, j'ai vraiment comme repris dans le sport comme beaucoup plus de façon intensive, là, si tu veux. J'ai fait du squash, j'ai fait du tennis, j'ai fait de l'athlétisme. D'escalade aussi. Il y avait des murs d'escalade, j'ai fait ça. J'ai commencé à courir un peu. Mais j'ai jamais été un gros fan de course. Mais j'ai commencé un peu à courir là-bas. Puis j'ai été au CEPSOM pendant, au total, 2 ans. Avant de quitter l'université. Pour finalement m'en aller sur le marché du travail. Parce que là, j'avais comme plus de plaisir à l'école. J'avais plus de plaisir, je savais pas trop où je m'en allais. Je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai fait 1 an en psycho, que j'adorais. J'adorais.
le comportement humain, ça a toujours été, en fait, pas ça a toujours, mais c'est devenu quelque chose qui m'a énormément intéressé dans la début vingtaine. Puis, j'ai fait un an en psycho, mais là, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que j'ai comme compris que j'allais devoir passer 7-8 ans de ma vie assis sur des bancs d'école pour être capable de pratiquer, pour devenir docteur en psychologie. Puis là, juste de penser à ça, man, je débossais. Je me suis dit non, c'est pas pour moi ça. C'est sûr que je vais pas passer 8 ans de ma vie assis sur un banc d'école. Fait que j'ai arrêté. Puis finalement, je me suis inscrit au bac en éducation physique. Puis ça, j'ai fait ça 1 an aussi. Puis pourquoi j'ai arrêté? Honnêtement, il y avait kin puis éduc. Tu sais, t'as été étudié là-dedans aussi. Fait que tu sais, quand t'arrives là, il y a comme les deux. Tu as 2 segments. Soit tu vas faire la kin ou tu vas faire éduc. Puis j'avais choisi éduc, je me souviens pas trop pourquoi. Je pense que c'est peut-être le côté comme animer un groupe qui m'a peut-être plus attiré, tu sais. Puis finalement, je rentre dans le programme, c'est cool, je rencontre des gens vraiment trippants. Mais encore là, je goûte à c'est quoi être un prof d'éduc pour finalement me rendre compte que c'est pas tout à fait comment je le voyais. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Dans le fond, un prof d'éduc, je pense. Puis là, désolé, c'est des profs d'éduc qui sont à l'écoute. En ce moment, je veux pas parler vraiment pas en mal contre la profession. C'est une belle profession, mais je me voyais pas comme éduqué, par l'entremise de l'activité physique. Je pense qu'un prof d'éduc, quand tu sors de l'université, tu vas être appelé à aller dans les écoles primaires souvent ou si tu es vraiment chanceux, secondaire. Puis, tu sais, dans le fond, faut que tu enseignes des notions vraiment spécifiques par l'entremise d'activités physiques. Puis, c'est pas quelque chose, moi, qui me rejoignait tant que ça. Moi, je me voyais, genre, coacher. Je me voyais coacher, je voulais être coach. Puis, finalement, c'était pas ça pantoute. Fait que j'ai quitté, puis là, j'étais en grosse remise en question, qu'est-ce que je fais de ma vie, puis j'ai parlé avec mon père. Finalement, j'étais allé travailler dans la restauration. Fait que tu sais, honnêtement, là, j'ai cumulé à peu près 10-12 ans d'expérience dans la restauration. C'est toujours ça que j'ai fait. Avant vraiment, là, comme d'arriver dans le domaine du fitness à temps plein, là, j'ai fait de la restauration beaucoup. Puis quand j'ai été travailler dans la restauration, là, j'ai eu une grosse drop de sport. Je pense que le seul sport, je travaillais des heures de fou. À ce moment-là, on dirait que mon focus principal, c'était de réussir professionnellement. Et donc, je mettais toute mon énergie, comme toutes mes heures, quasiment, dans le travail. Je pouvais travailler, je me levais, j'allais travailler, je travaillais un 10, 12, 15 heures. Je rentrais chez nous, je me couchais, je me relevais, je travaillais. C'était ça. Puis, les moments que j'avais de libre, j'avais continué à faire du vélo à ce moment-là. J'avais encore mon vélo, puis c'était un des seuls sports que je continuais à pratiquer. Je m'entraînais pas. Je m'entraînais pas physiquement là, dans des gyms, là, je m'entraînais pas encore. J'avais pas le goût, j'avais pas la flamme pour faire ça. OK. Puis, t'as-tu des anecdotes de toi dans le sport? Tu sais, dans des anecdotes qu'on peut rentrer un peu dans ta vie, là. À quoi ça ressemblait un tournoi de baby-foot, exemple? Tu sais, mettons, tu retournes moi, j'étais un intense. Peu importe ce que j'ai fait, j'étais un intense. Plus jeune, j'étais... Comment je pourrais dire ça? Puis encore aujourd'hui, des fois, j'étais pas beaucoup patient envers moi-même. J'étais très exigeant envers moi-même. J'avais de la difficulté, mettons, à manquer mon coup. Puis j'étais dur envers moi-même. Fait que ça m'arrivait de péter des coches. Ah ouais? Ouais, ça m'arrivait de péter des coches, puis... fait que t'étais pas patient, là. De manquer ma shot. Moins que je le sais aujourd'hui. Puis, aujourd'hui, non, j'avais des exigences élevées. Je demandais beaucoup de moi-même. Puis, tu sais, j'avais comme cette vision-là dans ma tête que je pouvais faire mieux. Puis quand je l'atteignais pas, ben ça me gossait. Donc, Étais-tu un mauvais perdant? J'ai jamais été un mauvais perdant, par exemple. Tu vois, drôle que t'en parles. Anecdote, au golf, en secondaire, j'avais gagné le trophée pour la meilleure esprit d'équipe.
Esprit d'équipe au golf. Esprit d'équipe au golf. Ouais, j'avais eu le trophée de la meilleure esprit d'équipe. Ok. J'étais comme le. Fait que t'étais considéré le comme meilleur un- perdant. Genre. Genre, non, j'étais pas un mauvais perdant. Pour vrai, ça, non. Ça, c'est, tu sais, quand quelqu'un jouait mieux que moi ou mieux que nous, j'avais pas de misère à l'admettre, à le concéder puis à féliciter. Mais par contre, tu sais, oui, je pouvais être déçu de ma performance. Si je savais que j'aurais pu mieux faire, surtout quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup moins mature, là, quand je savais que, mettons, j'aurais pu mieux faire, puis je l'avais pas fait, là, j'étais dur envers moi-même. Ok. Les gens qui te connaissent aujourd'hui, là, ils savent Ouais. que ton mindset, c'est super important. Ouais. Tu t'en parles tout le temps de ça. Ben oui. Puis, C'est du temps avec ça. non, mais à quel moment? Est-ce que dans ta vie, à quel moment dans ta vie c'est arrivé? Est-ce que c'est arrivé grâce au sport? Est-ce que c'est arrivé grâce au travail? C'est arrivé grâce à un événement triste? C'est arrivé grâce à quoi? Tu sais, de où tu es allé chercher toute cette importance de la force du mental, puis le positivisme, tout ça? Mon gars, je savais tellement pas que tu voulais aller là aujourd'hui. Là, on ouvre une boîte de Pandore, là. On va pas trop loin. Non, je sais, mais c'est ça. Je vais raconter juste une bribe, mais va falloir qu'on y revienne à un moment donné. Mais moi, dans le fond, puis là, je vais faire ça vraiment rapide, là, sur tout le monde à la maison. On va rentrer plus dans le détail à un moment donné, mais avant d'avoir le diabète, à l'âge de 8 ans, j'ai vécu de l'abus sexuel, puis de personnes dans ma famille. Puis ça m'a beaucoup troublé. Mais ça m'a troublé de façon très sournoise. Parce qu'au début, je savais pas trop ce qui s'était passé. Fait que ça m'a jamais trop dérangé au début, tu sais. Puis plus j'ai grandi, puis plus je me suis instruit, puis plus j'ai comme réalisé ce qui s'était passé, c'est là où est-ce que ça a commencé à avoir son lot de conséquences sur moi, puis c'est surtout dans ma tête. Puis je suis devenu un peu vraiment comme tu sais, perturbé par ça. Puis à l'âge de pas loin de 20 ans, j'étais tellement pas bien avec moi, j'étais tellement pas bien dans ma tête, dans mon corps, que j'avais envie de m'enlever la vie. Puis j'y pensais, j'avais beaucoup de pensées noires, puis j'étais vraiment malheureux. Puis j'ai eu le réflexe d'aller parler à quelqu'un, parce que j'en avais jamais parlé avant. J'avais jamais parlé de ça à personne, j'avais tellement honte de ce qui s'était passé. Puis j'avais tellement peur qu'on me juge, puis tellement peur que, bref, qu'on me pointe du doigt, d'être une risée, peu importe. J'en avais jamais parlé, puis à un moment donné, quand là, j'ai senti, ça va pas, j'ai des idées noires, fait que là, j'en ai parlé, puis ça m'a aidé. Donc, par chance que je l'ai fait. Puis, c'est à partir de ce moment-là où est-ce que j'ai réalisé, puis j'ai lu un livre, que à chaque fois que j'en parle de cette histoire-là, aujourd'hui, je parle de ce livre-là, mais ça s'appelle « Victime des autres, mais bourreau de soi-même ». C'est Guy Corneau qui a écrit ce livre-là. Puis, ça dit à quel point on est responsable de comment qu'on se sent. On est responsable de qui on est responsable de notre attitude. Puis, c'est ce moment-là que j'ai compris l'importance de notre attitude dans la vie. Puis c'est là où est-ce que ça a tout changé. Fait qu'à l'âge de 20 ans... C'est ton point Ça, c'est mon point de bascule. tournant là, qui a créé le JS qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Ça a été le point de bascule où est-ce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler très fort sur mon mindset. Évidemment, ça s'est fait de façon progressive, graduelle. Fait que, mais ouais, ça a été un gros point tournant. Ouais. Okay. Une fois que tu as quitté le monde de la restauration, après un grand nombre d'années à travailler à servir le monde, tu es devenu professeur de cours en groupe. Oui. Et... En 2014. En fait, 2014, ça a été là le point où je suis retombé en amour avec l'entraînement physique. J'ai découvert un centre d'entraînement en groupe qui ressemble beaucoup à ce qu'on a aujourd'hui comme centre, qui s'appelle le Amphit à Brossard, qui est détenu par mon ami Jonathan Hamel. Puis je suis rentré dans ce centre-là, je me suis fait inviter par mon beau-frère, mon ex-beau-frère là, à l'époque. Il m'a invité, il m'a dit « Viens essayer ça, tu vas voir, tu vas triper ». Je suis allé, j'ai adoré. Dès le moment où je suis rentré là, je me suis senti bien. Je me suis senti accueilli. Je sentais que j'étais à ma place. Contrairement au gym. C'est drôle, hein, mais le gym conventionnel, là, je me sentais pas le même pantoute. Là,
Puis là, je me suis super bien senti. J'ai fait le cours. J'ai rushé ma vie. Là. Premier cours, je me souviens encore. Là, j'étais dans la douche, dans le centre. Là, puis je pense que pendant 10 minutes, je voulais vomir. J'ai réussi à ne pas vomir, mais de justesse. J'étais dans la douche. J'étais probablement à 4 pattes dans le fond de la douche. Puis je voulais vomir ma vie. Puis, comme beaucoup de gens, je pense, je me suis dit, je vais retourner. C'était le fun. Un classique. Un classique. Tu sais, tu te sens mal, là. Mais en même temps, tu fais comme, j'ai quelque chose à aller chercher là. Fait que je suis tombé accro à cet entraînement-là. Un entraînement de groupe, un entraînement métabolique, avec des exercices fonctionnels, vraiment un peu comme on fait ici, là, tu sais. Puis, c'est à ce moment-là, ça c'est fin 2014, à peu près là, début 2015, c'est ce moment-là où est-ce que je me suis dit, un jour, je vais avoir un sound comme ça. Je vais avoir quelque chose qui va ressembler, c'est sûr et certain, j'ai tellement trippé. Puis là, au même moment, j'ai découvert le cours Body Pump, qui est un cours d'entraînement en groupe, cours d'endurance musculaire. On m'a présenté, un de mes bons amis, Nicolas, m'a présenté à un autre de mes très bons amis aujourd'hui, Mathieu. Puis, Mathieu était prof de Body Pump à ce moment-là, au Énergie Cardio de Saint-Hubert. J'étais allé faire son cours, j'ai goûté à ça, j'ai trippé, ma vie, solide. Mais j'ai trippé non seulement à faire le cours, mais c'est que je me suis vu le faire. Je me suis vu sur le stage. Pour moi, ça rassemblait beaucoup de passion. C'est-à-dire la musique, parler devant un groupe, driver, tu sais, vraiment là, comme inspirer du monde, motiver du monde à bouger, la musculation, l'entraînement, bouger, faire du sport. Donc, il y avait tout ça de rassemblé dans ce qu'il faisait. Puis là, je le voyais aller. Puis je me suis dit, je veux être à sa place. Fait que je suis sorti du cours, je suis allé voir la direction du centre, puis j'ai demandé comment je fais pour devenir instructeur de cours en groupe. Ils m'ont donné toute la paperasse, ils m'ont mis dans le processus. Fait que je continuais à m'entraîner au Amphit. En même temps, je faisais mes classes, là, j'étudiais mes affaires pour devenir prof. Puis en septembre 2015... C'est-tu dur de devenir prof? C'est beaucoup de... Écoute, il faut que tu développes ton endurance. Il faut que tu développes aussi le timing. C'est parce que Body Pump, c'est beaucoup de timing. Fait que c'est comme un cours de danse un peu. Genre, un peu. Tu travailles en tempo. Fait que, tu sais, moi, je n'étais pas habitué de travailler en tempo. À ce moment-là, là, je faisais un squat, là. Il n'y avait pas de tempo rattaché à ça. Je faisais juste mon squat, c'est tout, tu sais. Mais là, c'était des tempos. Il fallait que tu sois sur la musique. Donc, il fallait que tu écoutes la musique, tu fasses ton squat en même temps. Si c'était un squat 2-2, il fallait que tu suives le beat de la musique. Fait que ça a été beaucoup... C'était ça mon plus gros challenge quand on m'a évalué. C'était ça mon challenge. C'était pas tant la technique ou pas tant que j'étais pas assez fort. Quoique, j'ai dû développer beaucoup d'endurance. Sinon, c'était vraiment de travailler, d'écouter la musique. Puis c'était comme de gérer plein d'affaires finalement. Parce que tu écoutes la musique, tu travailles sur le tempo. Faut que tu coaches les gens en avant de toi. Fait qu'il faut que tu regardes les gens. Faut que tu corriges à distance. Hey, sors les genoux, pousse les fesses, garde la poitrine haute. Puis, fait que ça a été ça. Mais honnêtement, ça a été un jour à la fois, un entraînement à la fois. Je m'entraînais un peu en salle. Je continuais à faire des cours pour m'entraîner. J'adaptais les charges. J'ai commencé des charges plus légères. Graduellement, j'ai augmenté les charges. Puis, par la suite, être certifié, c'est un Popeye Challenge physique aussi. Ils te poussent. Ils te mettent à l'épreuve. Des histoires de 6 minutes de planche, puis écoute, là, tu mets le plus lourd que tu peux, puis tu fais une track de squat, ou genre tu fais le plus de squat possible, puis on te pousse, on essaie de te casser physiquement. Pardon. Puis sinon, ben, tu vas comme enseigner aussi. Ils vont te donner une chanson ou deux à enseigner au groupe devant le prof. Tu le fais, on évalue, t'es-tu bon, t'es-tu prêt à y aller ou pas. Fait que je l'ai eu du premier coup. J'ai vraiment pris ça au sérieux. Je me suis donné à fond, puis ça a super bien fonctionné.
septembre 2015, j'obtenais ma certification. Ça, tu jumelais ça avec un autre emploi, là. Oui, pendant ce temps-là, je travaillais toujours dans le domaine de la restauration. J'étais représentant à ce moment-là. J'étais représentant, je travaillais sur la route. Fait que j'avais l'avantage, vu que je travaillais sur la route, j'étais pas toujours à la même place. Fait que je me suis décroché 3 cours. La première année que j'ai enseigné là, des cours en groupe, là, j'avais un cours à Verdun, j'en avais un à Belleuil, j'en avais un à Saint-Hubert. Tu étais représentant dans quel domaine? Les vins. En fait, les spiritueux à ce moment-là. Je travaillais pour la compagnie Jim Beam. Donc, je travaillais sur la route, je représentais des spiritueux dans les SAQ, dans les restos. Puis j'avais des clients, dans le fond, mes points de vente étaient un peu partout. J'en avais un petit peu à Montréal, un peu sur la Rive-Sud. Fait que je me promenais pas mal. Fait que ça m'a permis de pouvoir faire les deux. Puis j'ai fait ça pendant un bon 1 an avec Jim Beam avant que je change de compagnie. Puis j'ai continué à faire la même chose. Est-ce que c'est là que tu combinais travail sur la route, prof de body pump Ouais. et immobilier, tout en même temps? Ouais, exactement. En fait, l'immobilier, j'ai commencé ça en 2011. Fait que j'avais commencé quelques années avant. OK. Ouais. Est-ce que ça prenait beaucoup de temps dans ta vie? L'immobilier? Ouais. Pas tant. Plus les fins de semaine. C'est surtout les fins de semaine, en fait. Quand on descendait, mettons, on allait... on avait un bloc appartement à Sorel, là, puis on avait un condo ici sur la Rive-Nord. Le condo était flambant neuf, fait qu'il n'y avait rien à faire. Puis c'était plus l'appartement qui avait des travaux à faire ou qui avait des locataires à aller voir, puis on y allait la fin de semaine. Mais tu sais, des fois, c'était une journée par fin de semaine, puis des fois, c'était une journée par mois. Donc, il y a été des bouts où est-ce qu'on s'est clenché, rénover la cuisine au complet, rénover le salon, peu importe, là, on s'est clenché des bons week-ends, là, c'était physique. Mais c'est arrivé avant que je sois instructeur. OK. Puis après ça, tu es devenu instructeur. Ouais. En 2015, je suis devenu instructeur. Est-ce que tu combinais encore instructeur de quoi en groupe et tu t'allais au AmFit? Oui, j'ai fait AmFit pendant presque 1 an. En fait, j'avais commencé le AmFit, il faut dire, j'avais commencé 6 mois avant d'être certifié comme instructeur. Comme je le disais, c'était fin 2014, début 2015. Puis j'ai été certifié septembre 2015. Fait qu'il était un bon 6 mois que j'y allais au moins 1 fois ou 2 par semaine. Après, j'ai été certifié, j'ai commencé à donner des cours. J'ai continué à aller un peu au AmFit, mais à un moment donné, j'ai dû arrêter le AmFit parce que là, je donnais 3 cours par semaine sur une base régulière, puis des fois, c'était 4 cours par semaine. Puis, tu sais, je pense que tu le sais, là, comment ça peut quand même être assez exigeant sur le corps, là. Ouais. Donc, Pour ceux qui ne savent pas, un prof de quoi en groupe peut dépenser entre 2 et 300 calories de plus qu'un participant. Fait qu'au body pump, ils se vendent beaucoup de entre 400 et 600 calories dépensées par le participant. Mais avec des études faites à l'université, on pouvait montrer qu'il y a juste le prof qui est capable de dépenser 600 calories dans le fond. Le prof, c'est lui qui se dépense à fond parce qu'il y a de l'adrénaline, il doit bien performer, il doit toujours mettre un petit peu plus lourd, il doit parler, il doit penser. Ouais. Fait que c'est beaucoup plus intense d'être un prof qu'être un participant. Tu sais, un samedi matin, t'es slow-mo, ça te tente pas trop, tu vas moins forcer que le prof, que lui, il faut toujours que ce soit à 100%, peu importe la journée, l'heure ou la date. Fait que un prof de quoi en groupe, c'est toujours plus intense. Fait que si tu le fais 3, 4, 5 fois par semaine, ça peut devenir très taxant pour le corps. Honnêtement, j'ai vu la différence. Je faisais mon cours sur stage, je donnais le cours, je prenais les mêmes charges, puis j'allais dans la salle, puis j'avais plus de misère. J'avais les mêmes charges, là, puis je faisais le même cours. Ouais, l'adrénaline L'adrénaline était moins là. Ouais. à aller un petit peu plus vite puis un peu plus loin, Ouais, plus vraiment. fort. Vraiment. Fait que oui, puis comme instructeur, j'étais un intense. Ceux qui m'ont vu aller peuvent le dire comment je pouvais me donner à fond. Puis ça a tout le temps été comme ça. Fait que les 3 ans et demi que j'ai donné des cours, presque 3 ans et demi, là, ça a été dans le tapis. Ça a été tout le temps le maximum de charge que je pouvais mettre. Donc, bref, ceci dit, j'ai dû adapter un peu mon horaire d'entraînement, mon horaire de sport, bref, autour, parce que j'avais 3 cours semaine minimum pendant un bon bout de temps. J'ai commencé à m'entraîner en salle parce que là, j'avais une nouvelle motivation. Je voulais aller travailler des facettes
de mon... tu sais, de mon... voyons, De ton corps, dans le fond, de parce mon qu'un corps, ouais, cours c'est de ça. body pump, c'est très unidimensionnel. Fait que tu vas travailler beaucoup avant-arrière, C'est ça, en haut, en bas, exactement. mais tu vas très rarement travailler, exemple, tes obliques, mettons. Genre, exactement. Fait que, tu sais, j'allais compléter mon entraînement dans la salle. Donc, des fois, c'était 1 fois, 2 fois semaine. Puis, j'ai fait ça pendant un bon 3 ans et demi, ouais, total. Puis, vers la fin, je donnais aussi des cours de vélo, de spinning. Donc, j'ai fait body pump pendant presque 2 ans que je faisais juste du body pump. Je m'étais dit, je vais faire juste une chose, mais je vais bien le faire. Mon Belle objectif, mentalité. c'était de performer. Puis même la première année, avec Énergie Cardio, il y avait ce qu'on appelle le comment il appelait ça déjà? Tendance Fitness, là. Il y avait un espèce de gala, un gros congrès Tendance Fitness. Puis, il y avait, ça c'était à chaque année, puis dans le fond, le but c'était d'informer les instructeurs sur tout ce qui touchait au fitness. Puis, entre autres, donc la compagnie qui possède le cours de body pump, comme il était là, puis il donnait des avant-premières. Fait que, genre, t'avais l'avant-première de la prochaine édition de body pump, l'avant-première de la prochaine édition de tel autre cours, tel autre cours. Puis moi, la première année que j'ai vu ce congrès-là, j'ai vu la gang au body pump, ils sont comme 5-6 sur le stage. C'est hot, là. Tu sais, c'est hot. Il y a comme 250 personnes à l'avant d'eux dans la salle. Tout le monde capote, ça crie, la lumière, le son. Puis là, j'ai vu ça, je me suis dit, l'année prochaine, faut que je sois là. Comment t'as fait pour être là? Dude, I worked my ass off, là. J'ai vraiment travaillé fort. Dans le fond, tu sais, chaque cours que je donnais, c'était comme si j'étais sur cette scène-là. Là, je me donnais à fond, là, mais à fond. Mes premiers cours, là, je me souviens, j'ai commencé, j'avais 8 personnes en avant de moi. Mon premier cours officiel à Saint-Hubert, c'était un mercredi à 4h ou 4h30, je pense. J'avais 8 personnes. Donc, j'ai drivé comme si j'étais devant une salle de 500 personnes, je pense. Puis, j'ai toujours eu cette approche-là. Dans tous les cours que j'ai donnés, j'ai tout tenté comme ça. C'était à fond, c'était... pour moi, il y avait... J'étais pas comme, je vais me donner quand il y aura... Non, c'était, je me donne là. Puis je Puis pense qui que... t'as dû contacter pour... si tu Écoute, voulais ben, vraiment y aller, fait que c'est qui ça, t'allais voir, comment t'as fait pour j'ai monter parlé là? avec des gens du bureau chef. Fait que je me suis fait... comme depuis quelques années, j'ai une grande gueule, je parle beaucoup. C'est vrai? Un peu, ouais. Fait que j'ai parlé à plein de monde. J'ai approché des gens du bureau chef d'Énergie Cardio. Je l'ai même manifesté de façon très ouverte là, à la personne qui s'occupait de ça. J'ai dit l'année, tu sais, comme quand on était au congrès, là, j'ai dit l'année prochaine, je vais être là. Après ça, j'ai commencé à faire ce qu'on appelait des team teach. Fait que j'allais enseigner avec d'autres gens dans le réseau. De façon 100% bénévole. J'allais dans leur cours juste pour m'amuser, pour aller apprendre aussi. Mon but, c'était d'aller faire le cours, d'aller rencontrer du monde, d'aller m'amuser avec eux autres, mais c'était aussi, tu sais, j'étais comme une éponge, là. Je voulais aller voir comme tous les profs dans le réseau, puis je voulais aller chercher comme tout le meilleur d'eux autres, si on veut. Puis tout ce que, pour question comme de compléter ma boîte, mon coffre à outils. Fait que j'ai fait ça pendant 1 an et demi facile. En fait, je pense que je l'ai toujours fait après. Jusqu'à temps que j'ai arrêté, là, j'ai toujours fait ça. J'aimais ça enseigner avec d'autres profs. Puis, il y avait aussi il y avait eu un concours de cours en groupe, de lancement de cours. Puis j'avais fait beaucoup de bruit. J'avais gagné le concours. On avait fait le cours. Là, dans le fond, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait faire des camisoles puis des chandails pour tout le monde. Fait que j'avais fait faire comme 50 camisoles de toutes sortes de grandeurs. Là. Puis je donnais ça à tout le monde qui rentrait dans mon cours. C'était un cours du lundi. Tu sais que, comme moi, que les lundis, C'est populaire. c'est populaire. Fait qu'on était comme pas loin de 50 dans mon cours du lundi soir à Saint-Hubert. Puis j'étais avec 2 autres profs. Fait qu'on était 3 sur stage. On était comme 50 dans le cours en avant. Tout le monde en avait le chandail rouge. Puis je me souviens plus trop qu'est-ce que j'ai écrit dessus, là, mais en tout cas, j'ai écrit quelque chose de personnalisé.
Puis ma photo avait fait le tour des réseaux sociaux. Puis finalement, j'avais gagné le concours. Fait que j'ai fait beaucoup de bruit. C'était-tu Nat qui s'occupait de ça? Entre autres. Ouais, on Entre salue autres. Nat. Ouais. Salutations à Nathalie Bouchard. Ouais. Entre autres, ouais. Je sais que je faisais beaucoup de bruit. Nat, elle pourra en témoigner. Mais ouais, donc, bref, j'ai travaillé fort. J'ai travaillé vraiment fort. J'ai fait du bruit. J'ai laissé savoir mes intentions. Puis, on m'a pris au sérieux. Puis, c'est ça, on m'a plus que considéré. T'es-tu allé sur le stage avant 500 personnes? J'étais sur le stage l'année d'après, ouais. Nice. C'était-tu aussi beau que tu pensais? C'était magnifique, c'était merveilleux. C'était encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Nice. J'ai vraiment trippé. Puis bon, par la suite, là, je travaillais encore, dans ce temps-là, je travaillais encore sur la route comme représentant. Puis là, ça commençait à moins bien aller. Là, j'aimais moins ma job. Là, je voulais passer à travailler dans le domaine du fitness à 100%. Puis comment t'as fait pour te rendre... on sait que t'es devenu directeur à Terrebonne. Donc comment ça s'est passé? C'est quoi les anecdotes que tu es venu conter sur ce mouvement de vie-là? Les anecdotes. Mais encore une fois, j'ai laissé savoir mes intentions. Puis j'ai parlé aux bonnes personnes. Tantôt, je l'ai mentionné, mais un des centres dans lesquels je donnais des cours, c'était le centre de Verdun. Puis à Verdun, ce centre-là, le propriétaire, il s'appelle Pierre-Olivier Dumoulin, puis Marco aussi. Fait qu'il était 2 propriétaires. Puis PO, j'avais parlé à un moment donné, j'avais dit hey, je veux passer à temps plein là, dans le domaine du fitness. Puis je veux un poste avec énergie parce que je veux continuer à donner des cours en groupe. Puis là, il m'avait dit hey, mon partner, il cherche peut-être quelqu'un à Terrebonne, un directeur. Puis tu sais, moi à ce moment-là, tu sais, je faisais comme représentant, je faisais un bon salaire. Fait que, tu sais, logiquement, je pouvais pas juste partir de mon poste de rep puis aller travailler comme service à la clientèle puis gagner genre 9-10$ de l'heure. Je pouvais pas faire ça. C'était pas logique là, à ce moment-là. Là, j'avais trop de responsabilités financières. Donc, le seul poste vraiment où je pouvais m'assurer d'avoir un salaire décent, c'était directeur. Puis, des énergies cardio, il n'y en avait pas 100 000. Là. Il y en avait quelques-uns dans les alentours. Puis, la plupart, le poste était déjà comblé. Puis, il y avait Terrebonne, que ça s'en venait sûrement. Fait que j'ai fini par contacter le propriétaire à Terrebonne, Marco. Puis, il m'a passé en entrevue. Puis, finalement, j'ai eu la job. Donc, en 2017, j'ai quitté le domaine de la restauration pour faire le saut dans le domaine du fitness à 100%. J'ai eu le poste de directeur à Terrebonne. Je suis arrivé là, je me souviens plus trop quand. Je pense que c'était en été. Oui, c'est l'été. À l'été, hein. Ouais. Juillet, je pense au mois de juillet, au mois d'août. Après les vacances de la construction. Ouais, au mois d'août. Au mois d'août 2017, si je me souviens bien, j'ai eu le poste de directeur. J'ai réussi à négocier que je pouvais continuer à donner des cours en groupe. Donc, je donnais, je pense, 2 cours par semaine. Puis c'est à ce moment-là que j'ai été me faire former pour être prof de vélo intérieur. Spinning, en plus. Fait que j'ai continué à donner des cours, je continuais à vivre de ma passion. Puis j'ai appris beaucoup sur... Tu sais, je suis allé encore là chercher des outils. Tu sais, je savais que je voulais ouvrir un centre. Je savais pas quand ça allait arriver. Mais je savais que je voulais en ouvrir un, puis je me suis dit, je vais aller chercher toutes les connaissances que j'ai besoin. Je vais triper. Tu sais, je profitais du moment. Là. C'était pas juste, je pensais pas juste à ouvrir un centre. Là. Évidemment, je tripais au moment présent, mais tu sais, quand je fais mettons là que tu sais, je m'arrête puis j'y pense, là, tu sais, tout ce temps-là, j'acquérais des nouvelles compétences, puis je remplissais mon coffre à outils. Et j'ai fait le poste pendant à peu près 1 an de temps. Comment t'es passé de... Tu sais, t'étais rep, fait que tu vendais de l'alcool. Mm-hmm. T'avais une relation avec tes acheteurs. Ouais. Puis là, t'avais tout d'un coup quand même beaucoup d'employés à gérer. Fait que comment t'es passé de gérer tous ces employés-là? Ben, je me rappelle, moi, la première fois que je t'ai vu, là, je me rappelle comme si c'était hier. Ah. Ouais, je te jure. Qu'est-ce que tu te souviens? Moi, je me souviens, on était allé dans la salle de cours en groupe en haut. Eh oui. On l'a mis sur des steps. Puis là, Marco, propriétaire, nous a conviés à une réunion avec le nouveau directeur. Puis là, un gars intense comme jamais est arrivé. Puis allumé comme un rond de poêle. Ouais, c'est ça, allumé comme un rond de poêle. Puis comment ça fonctionne, Énergie Cardio? T'as un directeur qui s'occupe beaucoup du service à la clientèle, des ventes, puis
de la gestion du centre, si c'est propre, c'est sale, etc. Mhm. Puis t'as un entraîneur-chef qui, lui, s'occupe des entraîneurs. Ouais. Puis t'as quelqu'un qui gère les cours en groupe. Dans le fond, t'as des gestionnaires pour pas mal toutes les sphères. Puis là, JS, il arrive, puis je me rappellerai comme toujours, qui dit « Ah, là, moi, je vais me... » Il voulait se mettre le nez partout. Puis là, ça a fait peur à tous les gestionnaires qu'il y avait dans le centre. Il était comme « Ah, le gars, il s'en vient se mettre en là. » fait, il y avait combien? Il était, mettons, Une? une. Ouais, Mettons... c'est ça. Toutes les gestionnaires, en l'occurrence une. ouais. Là, ça a fait peur, là. Ouais. Puis même, tout le monde était comme, voyons, le gars il va se mettre les nez partout, puis tout le kit. Finalement, il a pas mis son nez partout, là, Non, mais t'es arrivé comme un intense. ouais, Puis parce que c'est ça l'impression que t'as faite au début, tu sais. ouais, je pense que j'ai une certaine drive. Puis je sais que ça peut peut-être faire peur du monde ou énerver du monde. Ça, j'en suis conscient. À 100%. Tu sais, moi, avant d'être embauché, j'avais pas rencontré tout le monde. J'avais rencontré Marco. Puis la superviseure aussi. Donc, moi, je leur ai fait part de comment je voyais ça. Que c'était quoi ma vision de la business. C'est quoi ma vision du fitness, ma vision d'un directeur de centre, comment, tu sais. Puis, il avait embarqué. Il avait, tu sais, j'avais pas rien caché. J'avais pas fait comme, ouais, ben c'est ça, moi, je vais arriver là, puis, tu sais, je vais faire mes petites affaires. Non, non, tu sais, j'ai dit ce que j'allais faire. Puis eux, ils étaient d'accord. Fait que moi, j'arrive au centre, puis je suis comme ça. Tu sais, j'essaie d'être le plus authentique et transparent possible. Puis ça avait peut-être pu surprendre, j'imagine, parce que j'étais arrivé vraiment comme Un cheval sur la soupe. un cheval, ouais, c'est ça. J'étais arrivé comme un bulldozer dans un mariage de... Oui. Fait que... Mais c'est ça. Fait que comment t'as fait après pour te réajuster, gérer les employés, puis là, tu devais donner tes cours, tu devais Ouais. être en forme, puis tu devais penser au futur en même temps. En fait, ma vision du leadership, c'est de prôner par l'action. Puis je pense que c'est ça que j'ai fait dès que je suis arrivé au centre. Premièrement, ça a été d'être à l'écoute aussi. Être à l'écoute des employés, être à l'écoute des membres qui étaient là. Puis d'essayer d'apprendre à connaître un peu tout le monde. Puis d'être rassurant aussi, tu sais, dans le sens où je m'en viens pas ici comme pour tout changer. Il y avait déjà des façons de faire. Il y en avait qui fonctionnaient, il y en avait qui fonctionnaient moins. Puis, ça a été, dans le fond, mon rôle, ça a été de regarder, bon, qu'est-ce qui se faisait, puis de voir, OK, ça c'est cool, tu sais, je pense que ça, on peut continuer. Puis sinon, ben, c'est de proposer des façons différentes de faire les choses aussi, pour certaines autres choses. Mais je pense que, tu sais, je pense que les gens ont vu que j'étais pas là juste pour m'emmener donner des ordres, parce que c'est pas moi. Tu sais, j'étais arrivé là, j'avais une vision, j'avais une façon de faire, puis j'ai commencé tout de suite à prêcher par l'exemple. Donc, dès que je suis arrivé au centre, c'était tout de suite commencer à saluer les gens, je rentrais dans le centre, saluer le monde, saluer les gens par leur nom, prendre soin du monde, prendre soin du staff, rire avec eux autres, alléger l'ambiance. On est là pour avoir du fun. Quand on a du fun, on performe mieux. T'sais. C'est cool, c'est smooth. On n'est pas là pour se faire chier personne. Puis je pense que j'ai réussi à connecter avec la plupart du monde qui était dans le centre. Puis à juste comme aider à installer un climat de comme guys, ça va être cool. On va s'amuser, on va faire les choses qui doivent être faites, mais on va avoir du fun là-dedans. Puis ça va être une belle ride. Donc, fait que c'est ça, prêcher par l'exemple, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. Puis c'est comme on dit, don't just talk the talk, walk the walk aussi. Donc pour moi c'est walk the walk. Fait que je faisais ce que j'avais à faire. Du moins, la plus grande partie, il y avait des affaires avec lesquelles j'avais plus de misère. Là. Ça, j'ai réalisé aussi, j'ai pris connaissance de certaines, de certaines faiblesses que j'avais, certaines lacunes là, par rapport à ce poste-là. Puis c'est un peu pour ça aussi que j'ai arrêté le poste 1 an plus tard. Mais, tout ça pour dire, ouais, je pense que ça répond à ta question. Ouais. Nice. Dans le fond, après ça, tu es devenu un entraîneur personnel, donc 1-1. Fait que qu'est-ce qui a fait que tu es passé de 40 personnes à une personne? Comment tu t'es adapté? Puis comment tu as fait pour... Quand tu dis 40 personnes à une personne, tu veux dire comme... Tu avais quelqu'un dans des cours? Genre puis un groupe. Ouais. Là, tu avais une personne. Fait que tu Ouais. pas un show à faire, tu pas d'adrénaline. Ouais. Tu dois plus démontrer tes connaissances, puis faire que la confiance règne, dans le fond. Il faut que la personne ait confiance en toi. Fait comment tu as fait pour
faire ce changement-là. Ouais. Tu sais, t'as pas vraiment à expliquer qu'est-ce que tu fais dans un coin en groupe, mais en tant qu'entraîneur, il faut toujours t'expliquer qu'est-ce que tu fais. Fait que c'est quoi t'as fait pour changer tout ça? Encore une fois, je pense que ça a été... tu sais, je te connais assez comme entraîneur, puis je t'ai vu aller aussi, que j'ai appris de toi. Fait qu'il y a eu une partie de démontrer à la personne que j'ai une certaine compétence, mais ça a été aussi beaucoup d'écouter la personne, d'être à l'écoute. Un des... un des... comment dire? Un des points faibles, je pense, de beaucoup d'entraîneurs, ou tu sais, en fait, beaucoup de gens, même dans la vente en général, parce que on s'en a déjà parlé, là, quand tu es entraîneur, tu es aussi un. Tu dois vendre, puis tu dois. Pour vivre, faut que tu vendes. Pour vivre, exactement. Si tu veux faire ta job comme il faut, puis aider les gens à changer leur vie, il faut que tu arrives à leur vendre ta salade. Parce que si tu ne vends pas ta salade, puis finalement, tu n'as pas de rendez-vous avec la personne, tu n'arriveras jamais à changer sa vie. T'sais. Fait qu'il faut que tu saches bien te vendre. Puis, une des lacunes que beaucoup de gens ont, malheureusement, c'est qu'ils sont pas assez à l'écoute. Ils vont essayer de proposer quelque chose sans être vraiment à l'écoute des besoins de la personne. Puis ça, moi, je pense que c'est quelque chose que j'avais bien, que je faisais bien. Que je maîtrisais bien ça, cette écoute-là, je l'avais. Puis c'est ça qui m'a permis, je pense, d'avoir du succès rapidement avec le poste. Oui, c'est vrai qu'il y avait une question de timing aussi. J'ai rentré dans le poste quand Kim partait. Fait que j'ai été privilégié de recevoir un peu de des membres qu'elle suivait, là, de cette clientèle-là. Mais sinon, je pense que ça a été d'être à l'écoute. Puis de démontrer aussi que je pouvais être une ressource, pas indispensable, mais que je pouvais être une ressource de plus pour eux autres pour les amener au prochain niveau. Puis, c'est quoi ton client, exemple, sans nommer de nom, ton client à succès? C'est qui la personne que tu es le plus fier de sa progression, puis pas seulement physique, mais mentale, puis... Ouais. C'est quoi ta meilleure anecdote avec un client? My God. Là, ouais, tu me dis, tu veux pas de nom, mais en même... Écoute, tu sais, il y en a eu plusieurs, pas pour me vanter, là, je le dis de façon très humble, mais il y en a avec qui ça a moins bien fonctionné, mais je pense que c'est tous ceux à qui j'ai réussi comme à leur donner envie de s'entraîner. Tous ceux là, avec qui j'ai réussi à m'asseoir puis à transformer l'entraînement. Comme au début, c'était quelque chose qui pouvait être chiant, qui pouvait être un peu comme une corvée. Juste à transformer ça, à les rassurer, puis à leur donner envie de s'entraîner. Puis il y en a eu quelques-uns. Puis c'est des gens que après coup, ils ont continué. Puis même quand je suis parti, ils ont continué. Puis il y en a qui ont changé d'entraîneur. Mais pour moi, c'était ça un succès. C'était oui, d'amener des résultats physiques. Ça, c'était important. Mais tu sais, une chose que je me rendais compte, c'est que quasiment genre 7-8 personnes sur 10, je veux dire, on s'entend, là, tout le monde qui rentre dans le bureau, là, ils savent tous qu'ils doivent le faire. C'est juste que Ils sont déjà là. c'est le mindset. Puis moi, c'est ça que je travaillais beaucoup, beaucoup avec le monde. Ils sont là, ils savent qu'ils doivent le faire. Ils n'ont juste pas les outils. Puis quand on parle d'outils, c'est, oui, on parle de connaissances d'exercice, mais on parle aussi de tout ce qui est motivation, tout ce qui est la volonté, la discipline, faire les sacrifices, tu sais. Puis moi, je travaillais beaucoup avec ça, avec mon monde. Fait que oui, je donnais des prescriptions, des entraînements, tout ça, c'était bien cool. Mais c'était aussi le mindset. C'est juste, tu sais, que viens t'entraîner. Tu t'entraînes 2 fois semaine. Que je sois là ou que je sois pas là. Tu sais, j'avais pas juste des gens que je suivais 2-3 fois semaine. J'en avais beaucoup. Comme 50-60% des gens que je suivais, c'était du 1 fois par semaine à 1 fois ou 2 semaines. Fait que moi, c'était important que tu t'entraînes. Là. Quand on se voit pas, là, tu es là, tu sais. Puis c'est la constance qui va amener des résultats. Fait que, tu sais, tous ceux, pour répondre à ta question, tous ceux à qui j'ai réussi à faire comprendre ça, pour moi, c'est une réussite. Après ça, tu sais, c'est comme le reste, ça s'apprend. Tu veux savoir comment faire un squat, au pire, va sur Google. Là. Va sur YouTube, là, tu vas le voir. Il y a 100 000 vidéos qui vont te dire comment faire un squat. Moi, ce qui est important, c'est que je veux que tu bouges. Je veux que tu rentres ça dans ta tête. Il faut que tu t'entraînes à chaque semaine. No matter what, rentre ça dans ton agenda, que ça devienne une priorité. Puis, that's it. Il y a eu plusieurs personnes que j'ai vu ça, tu sais, que j'ai vu
tu le vois dans les yeux là, de la personne. Son entraînement, c'est plus chiant. Soudainement, elle a du fun à s'entraîner. Puis encore là, c'est aussi d'être à l'écoute. Là. Si la personne elle haït ça pour mourir, faire des fentes. Moi, l'idée, c'est de s'asseoir avec la personne et de voir c'est quoi ton objectif. Si c'est pas de devenir un athlète, je veux dire, je vais te faire des choses que tu aimes parce que mon but, c'est que tu viennes le faire. Fait que si je te donne des affaires que tu ailles faire, ben ça se peut que tu les fasses pas, puis finalement, tu vas jamais continuer, tu sais. Fait que, en étant à l'écoute, puis en donnant des programmes que la personne, je m'assure qu'elle aime, en même temps, je sais que ça va l'aider à s'améliorer ou à corriger certains trucs, mais tu sais, donner des choses, 80% là, des exercices sur le programme, là, la personne aime ça, puis let's go. À cette heure, fais-le. Puis là, après ça, t'as quitté le centre vu que Ouais, on a ouvert ce centre-là. Mais ça Yes. va être un sujet Ça va être un futur. sujet futur. Donc, j'ai une dernière question à te poser avant qu'on complète ce Ouais. premier podcast. Ouais. Puis, est-ce que tu es heureux, JS? Moi, je suis heureux, man. Mettons, tu mets une note sur 10, c'est combien? Je dirais 9.5. Qu'est-ce qui manque? J'aime pas la couleur de mon char. Ah. Non, pour vrai, man. Non, pour vrai, je suis heureux. Tu sais, le bonheur, c'est quelque chose que je priorise tellement dans ma vie aujourd'hui. À tous les jours, je m'assure de faire des choses qui me rendent heureux. Puis pour moi, ce que je fais aujourd'hui, ça me rend heureux. Tu sais, honnêtement, si je veux être 100% honnête, transparent avec toi. Est-ce que j'ai hâte parce que bon, je suis célibataire en ce moment, tu le sais. Est-ce que j'ai hâte de pouvoir partager tout ce que je fais puis partager ma vie avec quelqu'un d'autre? Oui. Mais en même temps, est-ce que ça nuit à mon bonheur? Non. Mais tu sais, si j'avais à répondre à ta question de note de 1 à 10, là, je te dirais 9.5, mettons. Puis, 9.5, puis il manque 0.5 si quelqu'un peut partager ma vie avec quelqu'un avec qui je vais triper. Puis, excellent. Ouais. Fait que T'sais? sur cette belle finale, que JS était 9.5 sur 10 sur fin l'échelle du bonheur. L'épisode 1. Ouais. My Donc, God. je tiens à vous remercier. On a reçu JS comme premier invité. Le prochain sur la liste, c'est moi. Pierre-Olivier Donc, Baguet. restez à l'affût si jamais vous voulez entendre un petit peu de ma vie. C'est sûr qu'ils veulent en avoir plus sur ta vie, man. C'est sûr, je dis jamais rien. Tu dis jamais rien. Donc, prochain Soyez épisode. là, il va tout dire. Soyez là, puis on se revoit. Prochain épisode. Merci tout le monde. Merci PO. Si tu as aimé le podcast, tu peux le suivre sur Spotify, abonne-toi sur Google Play ou mets-nous 5 étoiles sur Balados. Ça va nous encourager. Si tu veux faire grandir le podcast, partage-le à tes amis. Merci tout le monde, on se retrouve dans le prochain podcast.